On se remet dans les podcasts, Julien, ça fait plaisir. On va parler de 2 choses principales. D'abord, de comment améliorer la carrière des coachs. Je pense que ça va être un Ouais, gros sujet. Et puis, on va vous parler des Strong Fit Workouts parce que là, on développe un nouveau truc et je pense que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plaire. Et tu as aussi testé une nouvelle c'est technique pas un sûr petit que ça peu va leur plaire, mais on va le faire quand non, je suis même. pas sûr que ça va leur plaire. Non, mais bon, ils vont pouvoir s'entraîner. Alors, par rapport à la carrière d'un coach, en gros, si tu veux, le postulat, c'est imaginons que soit je suis méga passionné de CrossFit, de force, de whatever, et je veux en faire ma carrière, ou imaginons que, voilà, en France, il faut passer un petit diplôme, ou un diplôme en tout cas, un L1, j'en suis là, et maintenant, j'ai vraiment envie de développer ma carrière, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie voilà. Par quoi est-ce que je commence, peut-être en termes d'apprentissage, et puis après en termes de développement financier, selon toi? Moi, j'ai bien Ouais, sûr un point de vue, mais il va être intéressant le je tien. vais parler de mon histoire à moi, quoi. Donc, Ouais, tu sais, comme coach, j'avais commencé vraiment la première fois que j'ai fait du MMA, j'ai raconté l'histoire, tu sais, avec les ouais, trucs de bodyweight et tout ça. Donc, bref, j'arrive à Los Angeles, donc j'ai 24 ans, et donc ok, j'ai fait des petits boulots ici et là, salle de billard, machin et trucs, quoi. Et jamais pour une seconde, j'ai pensé que j'allais être un coach. Parce que pour une ok, simple raison, je me disais, mais j'en suis pas capable. J'ai pas fait d'études bon français avec qui sort de Paris. J'ai pas fait d'études à l'université par rapport à ça. Je suis pas un personal trainer. J'ai jamais bossé là-dessus. Donc, dans ma tête, je peux pas être un coach. Et c'est un ami à moi qui m'a dit, je lui ai montré les exercices de poids de corps. Il me disait, tu pourrais, s'il te plaît, m'enseigner à faire ces trucs-là. Tu viens 2 fois par semaine et je te paye. ok. Et je lui ai dit, me payer, mais je suis pas un coach. De quoi tu parles? Mais c'est bien sûr que tu es un coach. Ça fait à l'époque à peu près quoi, 2 mois que tu me fais faire ces trucs-là. J'ai des résultats, je suis vraiment content. Tu es un coach. Et moi, je me suis dit, mais tu peux pas me payer. Je suis pas un professionnel. J'ai vraiment eu du Ouais, mal à ouais, développer ma mentalité par rapport à ça, quoi. Parce que pour moi, c'était ce que je faisais, pas un boulot, quoi. ouais. Et donc, quand j'ai commencé à travailler avec les gens, j'ai commencé à regarder les autres coachs et je me suis dit, il y en a beaucoup qui ne savent pas nécessairement plus que moi, quoi. Donc, et mon ami me disait à chaque fois, écoute, je vais donner mon argent à quelqu'un, autant que ce soit à toi, pourquoi pas par rapport à un autre, quoi. Fair Et donc, à un enough. moment donné, j'ai commencé à me dire, je vais essayer. Le, le- euh, Après, donc, une fois que j'ai pu commencer, il fallait avoir 2 choses. Il fallait avoir déjà un produit à donner aux gens, donc une spécialisation, parce que sinon, c'est la même que tous les autres. Et ça Ok, va être dur parce qu'à intéressant. à cause de la deuxième partie, je suis à Los Angeles au Gold Gym à Venice. Alors, je veux dire, Ah, au niveau bodybuilding, il y a les meilleurs et tout ça. Donc, de toute façon, c'est pas mon truc à moi. Et donc, il a fallu développer mon truc à moi et de l'autre côté, commencer à le montrer à tout le monde de manière à ce qu'ils se disent ouh. Donc il faut créer une communauté de gens qui voient les résultats que vous avez avec vos clients, mais avec vous-même aussi, quoi. Donc pour moi, je pense que comme quoi que ce soit, il faut d'abord commencer avec soi-même, se développer et montrer qu'on est capable de faire les exercices qu'on veut enseigner mhm. d'une meilleure manière que la personne à qui on va essayer de l'enseigner. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il Ouais, au faut. moins au niveau du skill, etc., qu'on ait pratiqué, qu'on connaisse le mouvement, etc. Ok. C'est dur d'avoir un bon business sans être un expert dans la chose. Et on est bien d'accord, si on a 25 ans, on ne peut pas être un expert, mais au moins quelqu'un qui est bon dans cette chose-là. Parce que sinon, enfin, pour moi, mon manque de confiance par rapport à tout ça venait aussi du fait que j'avais 24 ans et honnêtement, dans ma tête, je me disais, je ne sais rien encore. Et j'avais Oui, raison. Mais au moins, les poids de corps, tous ces trucs-là, je savais bien le faire. J'étais un bon athlète. Donc, au moins, j'avais ça. Et donc, j'essaie de vous montrer, écoutez, ces choses-là ont marché pour moi. Je vais vous montrer ce que je fais. Évidemment, le niveau de connaissance à l'époque par rapport à maintenant est extrêmement bas, mais au moins, j'allais commencer avec ce que je connaissais moi d'abord. Et je pense que ça, c'est très important parce que j'ai vu tous ces coachs à Venise, à la Gold Gym, qui enseignaient la musculation, mais eux-mêmes s'entraînaient, tu sais, un peu, mais pas beaucoup. Donc, ce qu'ils faisaient en vérité, c'est régurgiter ce que d'autres avaient dit. Donc, ils lisaient Muscle ouais, Fitness, ils écoutaient les gens parler, ils allaient avec leurs clients et répétaient ouais, verbatim exactement ce que les autres disaient, quoi. Ça marche plus parce qu'à cause de YouTube et des social media, on peut plus faire ça parce que
ces conneries-là, ils peuvent l'écouter sur YouTube 10 000 fois et donc ils arrivent, mais ça, je le sais déjà. Donc, la qualité de votre enseignement se fait par rapport à ce que vous faites. C'est how you do it, but not what you do. C'est pas ce que vous faites, c'est la façon dont vous allez le faire qui compte. Et donc, il faut avoir, surtout maintenant, à cause de YouTube, à cause du niveau d'information qu'il y a, il va falloir être un expert dans votre truc à vous. Donc Parce ce qu'il y que a tu me trop dis, c'est que d'informations qui se baladent c'est ça. partout. En fait, c'est la fameuse discussion qu'on a eu plein de fois avec StrongFit qui est la différence entre la formation et le savoir. Et donc, Ouais. ce que tu me dis, c'est que je dois aller prendre la formation. Imaginons, je veux me former avec StrongFit. Je vais faire le séminaire, je vais faire le mentoring programme, mais surtout, je vais pratiquer énormément, je vais coacher, je vais faire des assessments. Et à un moment donné, je deviens spécialiste dans un domaine, pas parce que je sais dans ma tête, mais parce que je sais sur le terrain. C'est ça que tu veux m'expliquer. Ouais. Maintenant, tout se fait sur le terrain parce que le côté, tu sais, connaissance, les choses ont changé. Avant, connaissance, ça veut dire université, livre, il fallait lire tout ça. Et donc, quelqu'un qui arrive avec un certain niveau de connaissance est très, très apprécié parce qu'on se disait, il a fait le travail par rapport à ça. Mais c'est plus vrai, ça. Parce qu'à cause des podcasts, à cause de tout ça, les gens écoutent. Ça ne veut pas dire qu'ils comprennent en parlant de ça. Mais ils écoutent ces informations-là qui se baladent et peuvent les répéter. Mais maintenant, tout le monde peut répéter. Tu sais, c'est le dos droit sur deadlift, quoi. Ouais. Tout le monde sait maintenant qu'il faut avoir le dos droit, même s'ils ont tort en 95% des cas, parce que ce qu'ils appellent un dos droit, en vérité, c'est un dos, tu sais, très cambré qui, en vérité, leur nique le dos encore plus que ce qu'ils faisaient avant. Mais tout le monde parle de dos droit. Donc, si ta connaissance à toi, c'est avoir un dos droit dans le deadlift, tu fais partie des 10 millions de gens à côté qui ne s'entraînent même pas, quoi. Et donc, dans le monde actuel, il va falloir avoir soit un niveau de connaissance, genre PhD plus, tu sais, docteur plus 50 ou quoi que ce soit, ou avoir un deadlift à 300 kilos ou quoi que ce soit, mais au moins d'une manière à prouver que, ou je le fais depuis 20 ans. Il y a que la falloir être un expert. C'est-à-dire que ça va être soit l'un, soit l'autre, quoi. Mais ça va se faire sur le terrain. C'est-à-dire d'avoir 25 ans maintenant, d'avoir un peu de connaissances, tu sais, cette formation ici, un week-end là, un week-end ici, un week-end de formation là. Tout ça, tu peux le faire sur YouTube. Ça ne veut pas dire que tu vas comprendre. On est bien d'accord que la formation de 12 jours en séminaire à faire des kettlebells, c'est bien supérieur à ce que tu vas avoir sur YouTube. Le problème, c'est que les gens ne vont pas voir ça. Donc, il va falloir prouver maintenant qu'on est un expert dans une chose. Et donc, soit on le fait au niveau de la connaissance, qui maintenant est presque impossible à cause de YouTube, ou on va le faire dans le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on va montrer aux gens la capacité qu'on a. Donc, si par exemple, j'enseigne la gymnastique, il vaut mieux que je sois capable de faire un muscle-up et un front lever. Ah oui, à l'heure actuelle, le niveau a tellement augmenté à ce niveau-là. Et comme tu dis, la théorie, tout le monde l'a bien comprise, quoi. Mais non, imagine un mec qui essaye maintenant, un entraîneur qui essaye d'expliquer de ses body weight movements, et il ne peut pas faire un muscle-up ou même un pull-up, comme une traction. Ça va être dur. Allez, il y a 20 ans, tu pouvais. C'est plus faisable maintenant. Maintenant, il va falloir être vraiment bon. Peut-être que tu ne peux pas être un expert à 25 ans, mais il va falloir être vraiment, vraiment bon dans quelque chose. C'est amusant parce que, tu sais, moi, j'ai commencé quand même ça fait 8-9 ans sur YouTube, l'air de rien. J'ai fait mes premiers tutoriels et comme tu dis, en fait, ça manquait de ça manquait d'informations. Et donc, au début, ça marchait hyper bien. Et maintenant, il y en a partout. Il y en a partout. Et donc, ça marche plus du tout de juste dire, bah voilà, les étapes du keeping, c'est ça. En fait, ce qui marche, c'est comment moi, je pratique ou comment moi, je coach le keeping. Ça, c'est très utile. Comment sur le terrain, je le fais. Et donc, je prends quelqu'un qui ne sait pas bien le faire, je montre comment je lui apprends. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et ça, en plus, je trouve que c'est un niveau de spécialisation qui donne un crédit très important. Tu vois, de l'extérieur, on se dit, waouh, lui, il connaît son job. Et en plus, on va voir tout de suite si tu as tort ou pas, quoi. Le grand problème, c'est que les gens régurgitent des phrases toutes faites qu'on a entendues 10 000 fois. Et les gens commencent à comprendre que c'est des conneries, ça.
C'est-à-dire que ce que je veux voir, moi, c'est te voir sur le terrain, dans la pratique, en train de faire quelque chose. Et en 10 secondes, je vais voir si tu sais ce que tu le fais ou pas. Tout à fait. Alors, je vais me permettre de prendre un exemple très concret de ça. L'autre jour, j'ai fait un post Instagram, une story simplement. Alors, écoute bien, sandbag front squat, 2 reps avec la pause en bas comme on avait appris en bas, sauf que je remonte et que j'en refais une 3e sans la pause. Ok, donc 2 avec pause, 1 sans pause. Ok, donc pour moi, avec mes longues jambes, tu sais bien, tout ça. Bon, je l'ai fait à 60 kilos. Ouais. Et quelqu'un qui squatte bien va se dire, non mais 60 kilos, c'est rien du tout. Ouais, eh ben, prends le sac. Prends le sac. En front rack, rappelle-toi à la Coach Is Week, à 60 kilos, tout le monde était comme ça. Ouais. Et ça, c'est vraiment le truc où, effectivement, tu dis, là, je vois que le gars a fait le travail. Moi, je sais que quelqu'un qui fait 60 kilos avec la 2 pauses, il a fait le travail. Pourquoi ? Parce que quand j'avais pas fait le travail, j'y arrivais pas. Et maintenant, j'y arrive, tu vois. Et effectivement, cette idée de montrer comment nous on fait, d'abord sur nous, mais aussi sur peut-être nos clients, nos membres, etc. Je trouve que ça, c'est un très, très bon tips même pour te faire connaître et pour peut-être développer ton business derrière, que ce soit pour le one-one ou pour ta salle, etc. Oui, parce que ton business, c'est pas YouTube pour ces gens-là. Ton business, ce sont les 20 clients que tu vas réussir à avoir. Et donc, en réalité, ce qui compte, c'est que ces 20 clients-là, ou au moins la communauté, parce qu'il faut bien voir que les clients qu'on va avoir sont autour de la gym dans laquelle on bosse, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours pareil. Tu prends une ligne de 50 km, probablement 25 km, et tes clients vont venir de là, quoi. Tout à fait. Et donc, ce qui compte, c'est ça. Ce sont ces gens-là. Et donc, ces gens-là, ils viennent dans la gym où tu travailles, où tu te rentraînes. Donc, c'est-à-dire qu'ils te voient faire un sandbag front squat avec 60 kilos. Ils vont essayer ou ils vont le voir. Et si les mecs te disent « Oh, ce n'est que 60 kilos », tu peux leur dire « Viens essayer ». Et donc, ta réputation comme ça va grandir dans la gym. Où est ton travail ? C'est ça qui compte en vérité. Parce que s'il y a 1 million de personnes qui te connaissent sur YouTube, mais personne dans ta gym, comme personal trainer, ça ne t'aide absolument pas, quoi. On est tout à fait d'accord. Je vais aller exactement dans ton sens. Quand j'ai ouvert des salles, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, il y a plein de gens qui vont venir. Tu es tellement connu. » Je dis « Mais attends, en fait, ils s'en foutent, les gens de Warem. Ils ne me connaissent pas. » Ils te connaissent pas. Tu vois, c'est une petite salle. C'est une petite ville ici. Personne ne me connaît. Oui, alors peut-être qu'en France, en ceci, en cela, il y a des gens. Mais le mec qui habite à Strasbourg, il ne va pas venir dans ma box près de Liège. Il s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ? On est tout à fait d'accord. Tu dois vraiment te faire connaître au niveau local. Au Brésil, les gens diraient « C'est ce qu'on fait ?» Tu dis « Oui. » Et il y aura personne. Il y aura ma fan et moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est déjà bien. Donc, montrer comment on fait, pas ce qu'on fait. Ça, c'est vraiment très, très cool. Est-ce que tu penses que ça suffit pour développer notre revenu ? Si j'ai envie de me créer vraiment une carrière de coach, comment est-ce que je développe mon revenu ? Donc, il faut bien voir une chose, c'est que ça dépend what does success look like, OK ? Le succès ressemble à quoi ? Par exemple, il y a des gens qui sont entraîneurs parce qu'ils ne sont pas bartenders. Ah oui, genre par défaut, quoi. Ouais. C'est ça, c'est autre chose. Je pourrais bosser à Agnès B, entraîneur, je gagne plus d'argent, c'est moins dur, tu vois ce que je veux dire, qu'un vrai travail. OK, cool. C'est pas mon problème. Ou il y a les gens qui veulent vraiment, tu sais, c'est une vocation, ils veulent créer une vie dans ces choses-là. Oui. Si vous voulez avoir une vocation, donc c'est-à-dire créer quelque chose qui va durer 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il y a comme on dit en anglais, il y a une ligne dans le sable. C'est-à-dire qu'il y a une ligne qu'il ne faut pas passer. C'est-à-dire qu'il y a au niveau de l'éthique, ça se dit en français ça ? Oui, tout à fait, oui. Ouais. Au niveau de l'éthique, au niveau de la façon de faire les choses qu'il ne faut pas passer. Il y a une ligne et on ne pourra jamais passer cette ligne-là. C'est-à-dire, il y a des trucs, c'est ici. Quoi, par exemple ? Et ça va prendre plus de temps de cette manière-là. C'est-à-dire que… Quoi, par exemple, ouais. Non, mais OK, Olympiques. Tu te rappelles, on en a parlé dans la podcast et tout ça. Il y a énormément d'entraîneurs sur YouTube qui disent « Oh, Olympiques, c'est pas si mal que ça. » Tu sais pourquoi ils disent ça ? C'est parce qu'ils l'utilisent eux-mêmes dans leur boulot. Pour leurs clients. Ouais. OK. 100%. Pourquoi ? Parce que ça va leur donner des résultats plus rapides. Donc, comme ça, ils vont pouvoir montrer ça sur YouTube avec les photos avant, après, sur Instagram et tout ça. Donc, par contre, le problème, c'est que tu n'as jamais enseigné à la personne la comptabilité, contrôler sa vie, apprendre à s'entraîner, apprendre à manger correctement. Donc,
Le problème, ça n'est pas perdre du poids. Ça n'a jamais été ça le problème. Le problème, c'est perdre du poids et ne pas le reprendre. Changer sa vie, un style de vie, apprendre la discipline. C'est ça en vérité, l'entraînement, la nourriture et tout ça. C'est apprendre ce qui est mauvais pour toi et ne pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ce qui est bon pour toi et faire ça. C'est ça en vérité l'idée. Donc, si tu utilises Ozempic, ça va marcher pendant 1 an et tu vas éclater 80% de tes clients et quand ils vont s'arrêter, ils vont reprendre le poids en plus et s'arrêter et tout ça. Et donc, les mêmes gens te disent « Oui, mais une fois que j'ai mis sur Ozempic, je vais leur enseigner à s'entraîner. » Oui, donc on en revient au premier point que je faisais, quoi. C'est-à-dire que c'est entraînement et nutrition de toute façon. C'est ça. Donc, il y a des trucs, non, si on veut durer, on ne va pas. Donc, Ozempic, c'est parfait. Si je veux simplement, tu sais, gagner un peu d'argent, je vais utiliser Ozempic. Tout le monde va perdre du poids, les gens vont venir me voir. Si je veux un coach pendant 30, 40 ans, je ne vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que dans 5 ans, il y aura 60 personnes que j'aurai blessées, détruites ou peut-être pire. Et ça sera sur ma conscience d'abord et en plus dans mon boulot deuxièmement. Et après, tu vas voir lawsuit, c'est des conneries comme ça qui vont arriver, quoi. Donc, mais ma manière à moi de faire va être plus lente. C'est-à-dire qu'il va falloir devenir un expert dans la chose ou au moins très bon. C'est ça. Il va falloir se montrer soi-même dans la gym. Donc, c'est-à-dire que même si vous avez 30 ans, il va falloir continuer à s'entraîner en permanence. Vous n'avez jamais le droit d'arrêter. Si vous parlez de nutrition, c'est-à-dire que vous mangez de cette manière-là et vous continuez à entraîner les gens, tu sais, les années après les années, et on voit des progrès. Et les athlètes, par exemple, les athlètes que j'ai moi se blessent moins. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un des trucs qui marche bien pour moi, pour mon boulot, c'est que mes athlètes font des progrès, mais ils font des progrès énormément parce qu'ils se blessent moins. Et donc, ils sont réguliers, il y a moins de. Ils sont réguliers et donc ils Ouais. se renforcent et tout ça. C'est-à-dire ils se Ouais. blessent moins mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'ils sont plus sains physiquement et mentalement. Et donc, leur performance monte en permanence parce qu'ils sont plus réguliers et ils n'arrêtent pas. Et ils n'ont pas de burn-out après 1 an et demi d'entraînement, de compétition, de choses comme ça. C'est-à-dire que 5 ans après, mes athlètes se donnent beaucoup mieux que les autres, quoi. Ou même 2 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça va prendre 6 mois, 9 mois, 1 an pour que je puisse montrer la différence, quoi. Et donc, l'idée, c'est de construire cette réputation via les résultats que tu obtiens et que tu donnes aux autres. Ouais. Et après, finalement, la monétisation de nos compétences, elle va se faire naturellement. En fait, les gens vont venir, vont payer, c'est ça. Okay. Il faut construire sa réputation. Donc pour toi, si je suis coach, coach, j'ai 6 mois peut-être d'expérience, etc. Vraiment, la clé, ça reste le one-one finalement pour avoir vraiment un bon revenu. Ouais. Oui, mais OK, il faut bien voir un truc aussi. Si tu as 25 ans, tu vas souffrir et ça va prendre au moins 5 ans avant que les choses commencent vraiment. Et tu sais pourquoi? Parce que tu as 25 ans. C'est le jeu. Et un homme à 25 ans ne sait rien. C'est 20, 25. Un homme à 25 ans n'est pas encore un homme. Ça arrive autour de 30, 32, 35 quand on a une famille. Avant ça, un homme ne sait rien. Tu veux dire, il faut remplir, quoi. On est encore dans la phase de remplissage. Et donc, pourquoi est-ce que ta monétisation devrait être élevée quand tu ne sais pas grand-chose et quand tu n'as rien prouvé encore dans la vie de tous les jours, quoi. Il va falloir prouver que tu es bon et là, la monétisation va arriver. Mais donc, l'idée de gagner sa vie bien à 25 ans, pardon, mais tu sais, les startups aux États-Unis, à ton avis, quelle est la moyenne d'âge de la personne donc, qui commence le startup pour la première fois avec un succès? Ah, qui réussit pour la première fois? Qui réussit. Startup, première réussite, l'âge moyen de cette personne-là? Entre 28 et 32. 47. Not even close. Tu vois ce que je veux dire? OK. 47. D'accord. Donc, entre 28 et 32, c'est l'idée qui te donne tous. C'est ce qui te montre sur Instagram, sur YouTube. Complètement. C'est-à-dire qu'en parlant de ça, il faut bien comprendre que sur la moyenne de 47, ils ont mis tous les mecs à 20 ans qui ont commencé WhatsApp et ces conneries-là, quoi.
C'est-à-dire Ouais. que la plupart des gens seront entre 52 et 60. Quoi. Ah bah oui, oui, Ben obviously. oui, Alors, les startups et tout ça, parce que les 3 premiers vont se planter. oui, c'est ça. Donc, tu vas Et commencer ceux à qui... 25, et puis le deuxième à Ouais. 32, le troisième à 40, planté, planté, Et là, planté, et maintenant, ça maybe. commence. Quoi. Ouais. Ouais, exactement. Alors, par rapport au one-one, je veux juste expliquer un truc, c'est que donc moi, quand je me suis lancé comme indépendant, donc je gagnais ma vie à 50-50 entre le one-one et les heures fixes dans Ouais. des box ou dans des salles, etc. Et donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez avoir. Vous faites par exemple 10 à 20 heures dans une salle, comme ça, bah, déjà, vous faites la main, vous travaillez beaucoup, les gens vous voient. Ça, c'est très important. Vous donnez des résultats et ça fait du revenu fixe. Et à côté de ça, bah, vous faites le one-one, vous faites le one-one, vous faites le one-one. Et par rapport à ce que tu disais, je vais être très clair. Moi, mes premières années comme indépendant, c'était 7 jours sur 7. C'était 7 jours sur 7 jusqu'à ce que je m'écroule pour partir une semaine en vacances Ouais. parce que j'étais Ouais. explosé mort et je revenais 7 jours sur 7. Et boum, Ouais. boum, boum, boum. Et c'était comme ça. Et effectivement, c'est seulement après X années de travail où j'ai pu gérer mon revenu différemment. Puis, bon, j'ai eu ma famille, donc forcément, tu sais ce que c'est, ça change un peu l'organisation. Mais au début, comme tu dis, il faut juste le faire. Beaucoup travailler, aller en formation, s'entraîner, pratiquer, coacher, 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 coacher. Il faut Moi, juste le j'étais en faire. one-on-one. Je m'en souviens quand j'étais à Palos Verdes, j'ai eu des semaines avec 35 sessions de Session. one-on-one. Ouais. Alors, juste pour ceux qui font du one-one, rappelez-vous l'énergie que ça coûte. Ouais. Parce 35, que là, t'as été explosé. Non, non, t'as explosé. T'as explosé. On est c'est d'accord. Je pense... 6 sessions par jour, Non, 6 non, jours t'as par explosé. semaine. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? C'était Mm. barjo, quoi. Non, non, c'est clair. Mais c'est comme ça que tu construis le truc. Non, mais mais en réalité, la conversation qu'il faut avoir maintenant avec, je vais dire les gamins, parce que si tu as 25 ans, pardon, mais tu es quand même un gamin, c'est qu'en vérité, les choses se construisent comme ça. Cette idée qu'on va être riche à 20 ans, qu'on va construire un boulot et tout ça, non, il y a des gens oui, il y a qui ont quelques pu le génies. faire, mais Oui, c'est oui. l'exception, c'est pas la règle. La plupart des hommes vont commencer à 20 ans. Pourquoi tu crois qu'on dit la vie commence à 40? Parce que à 40 ans, finalement, tu as une carrière, tu connais quelque chose de bien, tu sais où tu vas, tu es établi, tu as une famille, et c'est-à-dire que tu arrêtes de galérer en permanence. Quoi. Mais à 20 et 30, j'ai galéré à droite, gauche, parce qu'il y avait tellement de trucs à apprendre, à connaître, à tester. C'est ce que je veux dire. Donc, l'idée qu'on va réussir à 25, pardon, mais c'est pas vrai. Quoi. Alors, pour imaginons maintenant... 99,9% des gens, ça ne sera pas vrai. Imaginons que j'ai donc maintenant appris, je me suis un peu spécialisé dans un domaine, j'ai peut-être 2, 3, 4 ans d'expérience, je commence à avoir ma clientèle one-one. Est-ce que tu penses, ou plutôt non, pour qui penses-tu que c'est une bonne idée d'ouvrir une salle et pour qui penses-tu que ce n'est pas une bonne idée d'ouvrir une salle? Donc, pour moi, c'était une très mauvaise idée d'ouvrir une salle. Je te l'aurais bien dit ça. Donc, je voulais avoir... En réalité, j'ai horreur de travailler pour quelqu'un. Et donc, je me disais, quand je suis dans une salle, ils font pas ceci, ils font pas cela. Et donc, je me suis dit, le meilleur coach possible a sa salle à lui. C'est pas vrai du tout. Un coach et un business owner, c'est pas du tout la même chose. Ok, ça n'a rien à voir. Ouais, un propriétaire de salle, c'est quelqu'un qui va manager des employés. Et ça, c'est pas mon truc. Qui va manager des employés, qui va s'occuper des poubelles, des trucs, des conneries à droite à gauche avec lesquels il faut dealer en permanence. Mais c'est vraiment, il y a un travail au niveau du management qui est énorme en tant que propriétaire de salle. Et en vérité, ce que je voulais faire, moi, c'était être un coach et le meilleur coach possible. Donc, si votre vocation est d'être un coach, ne soyez pas un propriétaire de salle. Ça ne marche pas du tout. L'idée, oui, mais comme ça, je fais ce que je veux. Ce n'est pas vrai non plus. Vous avez des clients et donc, il y a toute une démographie autour de la... Et donc, si vous faites CrossFit, il faut s'entraîner d'une certaine manière parce que oui, mais moi, je veux faire CrossFit comme ça. Oui, mais ce n'est pas grave. Les gens, ils arrivent, ils veulent faire des muscle-up. Donc, à la fin, il y a énormément d'impositions déjà en tant que coach. Et rajouter en plus de ça les impositions en tant que propriétaire de salle, c'est une très mauvaise idée. Donc en vérité, moi avec ma salle, moi j'ai galéré. Ça aurait été beaucoup mieux avoir
dans une salle avec le mec avec qui je m'entends bien. Ouais. On est d'accord. Avoir un petit coin pour toi. Ma façon de faire me donne un coin à moi. Je fais mes clients, je sors, j'ai pas besoin de me stresser. Ouais. Je donne un pourcentage. Tout le monde est content, tu vois ce que je veux dire. Les mecs, ils arrivent en se disant oui, mais moi, je veux pas donner un pourcentage. Mais tu vas donner un pourcentage de toute façon. Ça s'appelle le loyer. Ça s'appelle les impôts. Ça s'appelle les employés. Ça s'appelle les emmerdes que tu vas avoir parce que tu as un câble qui pète, parce que tu as de l'administratif, parce que tu as un employé qui est malade. Parce que tu as c'est un coût à payer. X qui est sorti avec la cliente Y et le mari a pris ça et maintenant il vient à ta gym. Et parce que ton coach, tu savais pas qu'il baisait à droite à gauche, mais malheureusement, il n'arrête pas. Et donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas un boulot de coach, ça. Et donc, moi, en réalité, non. Il valait mieux que je trouve une gym qui était vraiment bien pour moi. Et donc, avec la démographie autour qui m'intéressait, donc dans son quartier, dans sa communauté. Et de là, on commence à travailler. Et après, donc, on va arriver et on va montrer par son travail à soi la qualité de ce qu'on fait, quoi. La qualité de son travail. Bon entraînement à vous et l'entraînement qu'on fait par rapport aux clients. Dès que j'arrive dans un endroit et que je commence à entraîner Janina, tout le monde veut savoir ce qui se passe. Ouais, parce qu'ils la regardent et ils disent « je veux ça ». Et non. Bien sûr. Non. Mais en attendant, on s'entraîne de cette manière-là. Donc, par exemple, il y a eu pas mal de femmes qui voyaient Janina en disant « ouh, je veux avoir le même physique ». Et tout d'un coup, elle la voit en train de s'entraîner et après, elle vient la voir en disant « oui, non, je veux pas ça du tout ». Alors, on est d'accord. Je veux le physique, mais je veux pas m'entraîner. C'est ça. C'est ça. Je veux bien les résultats, mais je veux pas le boulot derrière. Ouais, on est bien d'accord. Et donc, ça fait partie des choses. Donc, en réalité, on va montrer sa qualité à soi-même avec son l'entraînement à soi et l'entraînement de nos clients, quoi. Ouais. OK. Et 10 ans. Donc, on va essayer de gagner ça bien en attendant, on est bien d'accord. Mais l'idée qu'on va, tu sais, gagner X ou… Non, au départ, ça va être dur, difficile, on va pas gagner beaucoup. 10, j'ai fait ça pendant combien de temps avant? Et en parlant de ça, je n'ai jamais fait ça pensant que le podcast allait commencer ou le barbershop. Je ne le savais pas, ça. Moi, je voulais simplement avoir un endroit quelque part avec mes clients à moi et une vie basée sur le fitness et j'aurais été très content, quoi. Ouais. Et donc, ça veut dire que si je veux vraiment et si ma vocation, c'est d'être un coach et que je veux rester un coach, j'ai plutôt pas intérêt à ouvrir une salle. Si maintenant, 100%. Ce que je veux, c'est avoir un endroit à moi avec une équipe, avec justement de la gestion, avec une façon de faire, etc., plutôt dans le côté organisationnel, management, là, oui, là, c'est le bon endroit alors. On est tout à fait d'accord. C'est l'erreur. Ouais, exactement. On est d'accord. Alors, c'est pas ça que je fais, moi. Non. Bah non, bien sûr que non. Non, toi, tu es un coach. Tu es là pour chercher, pour créer, pour coacher, pour transmettre du savoir, c'est certain. Moi-même, à un moment donné, j'ai voulu trop faire l'entrepreneur et je me suis retrouvé très malheureux, en fait, parce que c'est pas non plus ma vocation de base. Ma vocation à moi, clairement, c'est l'enseignement, c'est apprendre, transmettre. Alors, avoir une salle, c'est super chouette parce que maintenant, j'ai quelqu'un qui manage. Mais si c'est moi qui manage, mais la salle, elle s'effondre, elle croule, laisse tomber, c'est la catastrophe. C'est pas à moi de faire ça. Pour manager une salle, c'est une mentalité très spécifique. Hein. C'est un type de personne qui est vraiment, vraiment, vraiment spécifique, quoi. Et tout donc, à fait. Le plus grand malheur qu'on puisse créer pour soi-même, c'est de ne pas comprendre exactement qui on est. C'est dangereux, ça. Je suis d'accord. C'est très dangereux. Et donc, moi, tu sais, le côté anarchiste et tout ça, je voulais ma gym à moi, mais en attendant, tu te retrouves avec un loyer, avec les machins, et tu payes tout. Et moi, en plus, j'avais personne. C'était simplement moi, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui payais pour tout. S'il faut nettoyer, s'il faut régler une merde, Donc, ce que j'aurais dû faire, c'est d'avoir une salle grande comme ça, quoi. Au lieu de… Ouais, non, mais je pense que ce que tu dis, clairement, c'était… Ouais, alors c'est ça. Soit tu prenais un petit entrepôt vite fait, un truc à quelques centaines de dollars et let's go. Ou alors, comme tu dis, dans une grosse salle, on te donnait un espace et là, alors tu pouvais t'éclater, quoi. Et moi, j'ai essayé de… Bonne idée. Dans une grosse salle, mais tout seul. T'as compris ça un peu comme moi sur le terrain et tu as payé le prix ou tu as très vite repéré, ok, c'est pas pour moi, il faut que je fasse autre chose. J'ai compris quand je pouvais plus payer mon loyer et le loyer de l'appartement et de la gym, c'était un le premier, l'autre le 15.
Parce que Ouais, j'arrive ouais. jamais à payer les deux en même temps, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, ça marche pas bien, mon truc. Alors que je suis certain qu'en one-one, tu gagnais probablement très bien ta vie. Ouais. Oui, mais Ouais, enfin, j'avais ajouté 3005 de de trucs à loyer. côté, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, Tout ouais. seul. C'est-à-dire que maintenant, t'as pas un appartement, t'en as trois, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Mon En fait, appartement, c'est 1500 $ par mois. Ma gym, c'est hmm, 2005 avec les trucs en plus, quoi. nope. Ouais, là, c'est compliqué pour faire du revenu comme ça. Même en one-one, il faut En beaucoup, beaucoup one-on-one, travailler. Ouais, ouais, il faut beaucoup, beaucoup travailler. On je est bien commençais à d'accord. faire les comptes. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vécu à la gym. On a Ouais, mis un truc en bah, au-dessus et on vivait à la gym. Et donc quand tu es là, tout seul, c'est le ça bon a calcul. amélioré les choses tout de suite, quoi. Tu m'étonnes. Ok, c'était très intéressant. Quand après ça, que j'ai décidé de faire une gym ou pas, etc., je veux continuer à évoluer, je veux m'épanouir en tant que coach, tu sais, continuer à être stimulé parce que beaucoup de gens, malheureusement, on le voit après 5, 10, 15 ans, ça dépend, tu sais, ils s'essoufflent un peu parce qu'ils font un peu tout le temps la même chose, etc. Comment est-ce que, à ton avis, on reste stimulé? Comment est-ce qu'on reste engagé dans notre vocation? Il y a, donc, il y a deux choses. Un, il va falloir. Et donc, avant ça, on va redéfinir toujours. Tu sais, le succès ressemble à quoi, comme d'habitude? Oui, ouais, C'est-à-dire que si la vocation va être un coach, ok, donc un coach de. Il y a un moment donné, ça va être un coach de quoi? Parce qu'au bout de oui, 10 ans, le côté de ces généraliste et tout ça, ça commence à devenir un peu. oui, non, Donc non, c'est maintenant, il va chiant. falloir se Ouais, spécialiser sur quelque chose. Donc on va pousser de ce côté-là. Donc ça veut dire entraînement et savoir. Plus connaissance, maintenant il faut passer au savoir. Et ouais, donc, il va falloir entraîner des gens normaux toujours, parce que sinon on commence à décrocher. Mais il va falloir avoir aussi soit des athlètes, soit des gens qui sont plus poussés dans son ok. système de manière à être plus précis, de manière à devenir plus un artisan. C'est-à-dire qu'au bout de 10 ans de généralité, il faut commencer à devenir un artisan en vérité, Ouais. mentalement et physiquement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pousser la spécialisation et tous ces trucs-là. Et après ça, il faut continuer, il faut avoir la. C'est pas une question de discipline, c'est un style de vie qu'il faut continuer à pousser. La pire chose qu'on puisse faire, c'est de rester dans le monde du fitness et de ne plus s'entraîner sérieusement. Donc, attends, donc si j'ai bien compris, ce que tu me dis, c'est d'un côté, je vais devoir me spécialiser, être encore plus pointu, au moins sur une partie de mon horaire, parce que à un moment donné, si je fais que du généraliste, je vais m'ennuyer terriblement, et ça, je suis entièrement d'accord. Et de l'autre côté, c'est quoi l'autre facette de ça? Il C'est faut s'entraîner soi-même. C'est-à-dire qu'il il faut faut pousser. il faut que je me challenge. Ouais, Ah, ok, il faut que je continue à me challenger au niveau ouais, actif, au niveau physique. ouais. Ok, 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 Il faut toujours avoir une ligne, tu sais, l'horizon. tout à fait. Si on, cette vie-là, c'est une vie de, tu sais, les gens, les explorateurs à l'époque sur leur bateau et tout ça. Mhm. L'idée, c'était pas d'explorer. L'idée, c'était l'horizon. Tu vois ce que je veux dire? On va C'est aller, ça. let's On go va aller catch là. the horizon, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais, on va aller voir le bout de la terre. Ouais. Ouais. Mhm. Et donc, Euh, il y a un peu de cette mentalité-là qu'il faut continuer à avoir. Et donc, si ton entraînement devient mondain, devient ennuyeux, tu lâcheras monotone. un moment Ouais. donné. Il faut Ouais. Ouais. continuer et je vais essayer de faire ça, ceci, cela ou quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, je vais aller dans ton sens à fond. Donc, je vais donner l'exemple et le contre-exemple. Cette année, je me suis fixé comme goal 2024 de faire un muscle-up strict à Oui. la barre. Ce qui, avec mes leviers et mon poids, c'est vraiment un travail énorme pour moi. C'est vraiment, je pars de très très loin à la base. Je suis pas du tout bon en gym. Et du coup, ça me stimule à mort parce que je cherche une solution là, je m'entraîne comme ça, j'essaie telle formule, j'essaie de la Ouais. force, j'essaie de Ça l'explo. marche, ça C'est marche pas. génial. Ouais, c'est Ouais. génial. Ça marche, ça marche pas. À l'inverse, pendant 1 ou 2 ans, je m'en rappelle très bien, je m'entraînais mais sans goal. Je m'entraînais en me disant, je m'entraîne. Je m'entraîne. Je fais les WOD, je fais un peu de Ouais. muscu, voilà. Et en fait, oh punaise, après 6 mois, tu t'ennuies, c'est atroce. T'arrives à la Je me dis, gym, mais oh, en fait, t'as plus qu'est-ce que envie, je t'as fais ici, l'impression, quoi? Ouais. et tu ne progresses plus. Tu ne Bien sûr. progresses plus, c'est terminé. Et C'est le vraiment problème, c'est que tant que incroyable. tu progresses plus toi-même, tu progresseras pas tes clients non plus, quoi. Ouais, tu seras un moins bon coach. Ouais, Parce que makes sense. t'es en train de lâcher, t'en as marre.
Oh. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ouais. comment ça se dit en français, le gazon est plus vert de l'autre côté? Ouais, l'herbe est plus verte ailleurs. Ouais, Ouais. exactement. Ouais. À un moment donné, si tu vois ce que je veux dire, en vérité, ça commence avec toi. C'est-à-dire que là, en ce moment, je veux revenir à mon sandbag à 100 kilos en strict press, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Wow, that's heavy. Ouais. Mais Ouais, c'est bien, tu te remets un. Ouais, 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 je suis à ouais. 85 kilos là. 100 kilos. 85? Ouais. Il va y avoir du boulot là, avant d'arriver Ah, j'allais dire, à. là, il y a quelques mois, là. C'est pas 3 semaines, ça. Il y a du boulot. Ouais. Ok. Ouais, mais c'est stimulant. C'est stimulant. Mais pour moi, c'est même plus stimulant. C'est-à-dire que si je ne faisais pas ça, je serais dans un trou. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour moi, c'est même Ouais. plus stimulant. C'est la seule manière de faire, quoi. C'est une nécessité. Donc, je Ouais. regarde les trucs en me disant, hey, je peux pas faire ça. Ok, cool. On va voir les 3 prochains mois, on va y revenir à ça, quoi. Parfait. Alors, à propos de Strict Press au Sandbag, on a une annonce assez cool à faire. On va Oui. vous mettre sur un site internet. L'adresse sera quelque part quand ce podcast sortira. On va vous mettre des workouts Strong Fit, mode workout of the day, 4 fois par semaine. Et vous pourrez bien sûr les suivre et du coup commenter, poster vos scores, etc. Les membres du mentoring programme vont poster les scores, moi aussi, Julien aussi. On va participer à la communauté et l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours cette logique du 1 à 5 minutes. On va vraiment être là-dedans à fond, Ouais. le court, l'intense, le cœur qui bat fort. On va en reparler d'ailleurs juste après. Vraiment cette idée-là. Et donc, ça veut dire que c'est quelque chose que vous pouvez intégrer à ce que vous faites déjà. Vous n'avez pas besoin de vous dire, ah, mais j'arrête iRox, j'arrête Ouais. CrossFit, j'arrête whatever. Non, c'est en plus, sans problème, ou simplement tu remplaces un module, je sais pas moi, de traction stricte par ça, et c'est OK en fait. Ça va être vraiment un truc très très cool pour se rassembler en fait. Et on va le faire en anglais et en français finalement. I love it. Ça va être très très fun. Ouais, il faut faire les choses à l'arrivée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. On a perdu cette notion-là des choses, je pense, parce que tout est, tu vois, avec YouTube et entre YouTube et Instagram, tout est soit photo, soit parole, quoi, soit mots. Et donc, tout est dans la photo, dans les mots et tout ça, mais on ne fait plus les choses. Avant, il fallait faire les choses pour pouvoir en parler. C'est plus vrai, ça. Au contraire, maintenant, il faut parler des choses pour pouvoir les faire, quoi. Ouais. Et Do the fucking à l'arrivée, non. Dans le monde dans lequel on est, nous, il faut faire les choses d'abord. Donc, le truc, c'est que un entraînement par jour, 4-5 fois par semaine, c'est, pardon, mais c'est le minimum, quoi. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous entraînez pas bien. De la mauvaise manière, ça va être du ego lifting, soit entre le volume ou le poids, ou non, il y a une manière de faire les choses correctes, mais il faut revenir à cette mentalité de faire les choses d'abord. Et après, on peut en parler, mais on en parle après. C'est-à-dire que, et j'ai beaucoup de clients comme ça, ou par exemple, qui me disent, je veux faire X ou Y. Je dis, OK, donc, programmation pendant 3 semaines. On va commencer avec ça. Et au bout de 3 semaines, il me dit, non, je veux pas le faire. Je dis, oui, on est bien d'accord, parce que le compétition X ou Y, en vérité, ça n'a jamais été vrai. C'était simplement, je voulais être sur Instagram. Je voulais une validation de qui je suis ou quoi que ce soit. Et non, la validation se fait pendant l'entraînement. C'est-à-dire que les trucs par jour que je fais, j'adore les faire. Pas quand je le fais, parce que pendant 2 minutes, c'est horrible. Mais avant et après, je me dis, tu vois ce que je veux dire? Ma validation, c'est l'entraînement lui-même. Si j'ai besoin d'être sur Instagram de manière à prouver que. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, ma validation, c'est de plus avoir mal au dos depuis 7 ans. C'est de pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est de pouvoir. C'est de me sentir plus fort, plus en confiance dans mon corps. Donc, tu sais, on est à 30 mètres de la plage. Donc, tous les soirs, avec Janina, on va marcher pendant 1 heure. Tu vois ce qu'il y a l'océan, le machin et tout. Magnifique. On arrive et il y a une gonzesse. Elle a une robe magnifique et tout ça. Elle est en train de se balader devant l'océan et on se dit, putain, c'était une image magnifique. Et on se dit, tiens, elle est simplement en train de regarder l'océan et tout ça. Et on arrive, on n'avait pas vu. Non, il y avait son iPhone qui était en train de filmer le truc. Je me dis, non.
Tu vas te dire, les gens ne peuvent même plus simplement regarder l'océan de manière à, tu vas se dire, pour ta tête à toi. Non, il faut que ce soit sur Instagram, sinon ça n'existe pas. L'entraînement, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'entraîner sans le mettre sur Instagram et tout ça. La validation vient dans le regard des autres au lieu de dans votre entraînement à vous-même. Et ça, c'est très, très, très mauvais pour vous. Pire, encore pire pour les femmes. Pourquoi? Parce que leur drogue à elles, c'est l'attention, la validation. Sur drogue à elles, ça, si tu commences à donner un peu de validation, d'attention de ce côté-là, et c'est elles veulent plus. Et donc, c'est tout ce côté social media est une horreur pour les femmes. Tu vois ça sur TikTok. Donc l'identité, l'attache de ses performances sportives ou de son physique à son identité, c'est un truc qui est encore plus féminin. Même si ça reste quand même beaucoup d'hommes aussi, c'est encore plus féminin. Oui, mais les hommes le font. Oui, mais regarde, j'ai soulevé 100 kilos, tandis que toi, tu fais 80. Donc, il y a une comparaison par rapport à ça qui n'est pas basée sur la même chose. Pour nous, c'est une question de pecking order, quoi. C'est d'ordre social. Je suis plus fort que toi, donc je suis le alpha, ta gueule, c'est moi qui vais gagner. Et donc, ça veut dire plus d'argent, plus de statut social, de meuf. Donc, c'est une approche de comparaison qui nous permet aussi de savoir ce qui est nécessaire de faire. C'est-à-dire que, de nouveau, un homme à 25 ans, il n'a rien compris, quoi. Donc, il va regarder les autres en se disant qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à une vie que je veux avoir. Un statut social qui me permet d'avoir argent, femme, famille, Donc, il va regarder en disant celui-là, là-bas, il est plus fort que les autres. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais de ce côté-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'approche des hommes, c'est ça en vérité. Tandis que les femmes, c'est simplement une question d'attention, une validation. Donc, social media, ça nous permet à nous de regarder qui réussit dans ces trucs-là et se dire je veux cette vie-là. Malheureusement, pour les femmes, c'était plutôt tu vois, je vais mettre la vidéo et il y a des likes et des gens qui me soutiennent. Tant de clics, tant de likes, tant de trucs comme ça et les commentaires derrière et tout ça. Et donc, c'est au niveau comparatif, c'est une horreur. C'est une horreur. Tu vois les filters qu'ils mettent, tous ces trucs-là, c'est une horreur pour les femmes, ces trucs-là. Donc, malheureusement, tu les vois énormément qui arrivent à l'entraînement et qui filment parce que la base de la validation dans l'entraînement, c'est de filmer. Et donc, ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, tu vas t'entraîner d'une manière qui te donne des réactions sur Instagram au lieu de t'entraîner de la meilleure manière pour toi. Et c'est vrai qu'un sac de sable à 60 kilos, c'est pas aussi impressionnant qu'une barre à 140. Quoi. C'est sûr. Alors qu'en vérité, c'est la même chose. Ouais. OK. C'est-à-dire qu'un sac de sable à 60 kilos au front squat, c'est la même chose qu'un back squat entre 120 et 140 kilos au niveau de la force. Ah oui, en tout cas dans le maintien du upper back. Ah oui. C'est la même chose, quoi. Ouais. On est d'accord. OK. Du coup, tu testes une manière différente de t'entraîner. Il faut que tu nous racontes. Moi, j'ai testé aussi. C'est atroce. Atroce. Donc, on vit la plage est à 30 mètres. Donc, on prend un sac de sable vide. On arrive à la plage. On met du sac dedans. On serre. Je mets ça sur Instagram et on monte la dune comme ça à reculons, tu sais, en sled drag et tout ça. Donc, le problème, c'est que c'est à froid. Il n'y a aucun réchauffement, rien, zéro. On arrive, on met du sac, on prend, on monte. Donc, l'effort est probablement entre 2 et 3 minutes. Et une fois que tu arrives en haut, tu sais, le sable est très instable. Bref, c'est une horreur à froid et le cœur bat aussi fort que possible, quoi. C'est-à-dire pas nécessairement le plus vite possible, mais le plus fort possible, ça, c'est sûr. Et donc, dans les entraînements qu'on fait, c'est ça. On arrive là, on met du sable, on monte. Et donc, tous mes entraînements maintenant se font à froid. C'est-à-dire que, par exemple, j'arrive et je fais des pull-ups, des tractions avec une… comment ça se dit une serviette de plage. Ouais. Pour le grip et tout ça. Et donc, OK, combien de tractions je peux faire avec une serviette de sable comme ça, directement à froid, quoi. Et donc, mon goal, c'est d'arriver, il faut que je fasse toujours plus de 10 à froid. Parce que sinon, ça veut dire qu'au niveau du grip, les épaules ne marchent pas comme il fallait et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout se fait à froid en permanence. Donc, tous mes trucs de grip à froid. Si, par exemple, dès que je fais des sandbag squats, c'est à froid. C'est-à-dire que j'arrive, je prends 80 kilos et j'essaie de faire le maximum de répétitions possible, quoi. Et dès que j'arrive à plus de 15,
Je Ok. fais 90. Si j'arrive à plus de 15, je fais 100 kilos et je continue à monter comme ça, quoi. Et tu C'est-à-dire que ferais. le truc, c'est que power clean ici et je fais, tu sais, 20 mètres à froid, poids maximal. Ok. Maximum de calories sur Airdyne en 60 secondes à froid. Ça, Ah. j'ai les jambes qui crampent à chaque fois. En parlant de ça, hier, je l'ai fait, j'ai tenu 40 secondes. J'étais à 25 calories, 40 secondes, j'ai lâché. Ah. Facile, il n'y a pas moyen, quoi. Non, 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 non. Est-ce que tu ferais ça pour une one rep max, par exemple? Tu vas plutôt Non, construire quand parce même? que à cause, On est donc d'accord. tout se fait, on va rester au maximum, c'est 10, quoi. Ok, voilà, c'est ça, c'est ça. Par Donc, contre, sur One Rep Max, tu sais, Larry Wheels, par exemple, ouais, il faisait son deadlift, il faisait 60 kilos, une répétition. 140 kilos, ouais, une une, répétition. bam, 220, bam, une rep. bam. 260, une rep. Et il monte comme ça. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu l'idée, un peu la même Ouais, idée. Simplement, si tu vas faire One Rep Max, les risques de blessure sont tellement hauts c'est ça. qu'il n'y a pas moyen. Donc, ce que je ferai avant d'arriver au One Rep Max, c'est je ferai, tu sais, Max Distance Sled Drags, ou un truc comme ça, ou tu sais, Ouais. Max Weight, Mhm. Sled Drags, après Sled Sprint, et de là, je vais sur X directement. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que je suis chaud et donc je prends 80 kilos, street press, et j'essaie de faire 4 répétitions. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je suis déjà chaud à cause des 2 trucs que j'ai fait, quoi. Mais du coup, pour ton strict press 80, tu vas pas faire 40, 50, 60, blabla. Tu prends 80, boum. Et ben, c'est comme ça que je fais la plupart des Strong Fit workouts. Et franchement, j'adore ça. J'adore parce que je trouve que mentalement, pouvoir avoir le switch, boum, maintenant, et pas, tu sais, le monter 15 minutes, 20 minutes. Non, Ouais. je trouve Ouais, ça tout de suite. hyper puissant, en fait. Ouais, J'adore. très. Nice. Il y a Essayez tout un ça. truc théorique derrière. J'ai commencé à travailler là-dessus à cause de mon travail sur l'anxiété, le cœur qui bat fort et pas nécessairement vite, des trucs comme ça par rapport à la résilience de ces choses-là. Et donc, il y a des moyens de mesurer ça par rapport au HRV. Mais le problème, c'est que les bagues ne peuvent pas mesurer ça parce qu'ils ont un ping toutes les minutes. Donc, on va Ouais. créer, tu sais, une bague à UCLA, on va avoir un ping tous les millisecondes. Donc, une fois Ouais, qu'on donc, a ça, on va pouvoir mesurer. tu auras la mesurer HRV en temps réel, quoi. Ouais. Mais Ouais. je peux te dire, j'en suis sûr, que la base de tout va être la force du cœur. Pas au niveau condition physique du cœur, on dit au niveau force. Donc, c'est-à-dire que la juste pour. capacité tu sais, de pomper fort le sang plus vite, Voilà. mais pas, tu sais, plus vite au niveau, à ce niveau-là, c'est simplement de pomper le corps plus Ouais, fort, donc si plus je de peux essayer. sang à chaque fois, quoi. C'est ça, si je peux avoir une image, l'idée c'est est-ce que je peux par exemple en 10 pumps par minute faire tout le Voilà, travail versus devoir en faire 150 et être capable par d'aller très exemple. très vite. C'est ça l'idée? Ça va Ok, être, donc ça c'est la c'est la force du deuxième cœur. hiérarchie du système nerveux et Ouais, c'est une hiérarchie qui est extrêmement importante. J'ai fait beaucoup de travail là-dessus et ça, je vais le prouver à un moment donné à un autre parce que c'est le travail que je fais directement avec du CLA. Mais la clé de tout va être de ce côté-là. Et donc, la meilleure manière de faire, par exemple, c'est 400 mètres à froid, carrément. Donc, par exemple, si tu fais un 100 mètres à froid, tu vas t'éclater un nid chaud. Par contre, ah le non, c'est 400 sûr. mètres, c'est faisable. Ouais, je suis d'accord. Donc, Je suis d'accord. 400 mètres à froid, max speed. La plupart des gens ne sont pas capables d'aller suffisamment vite pour se faire mal. Par contre, ça va faire très, très mal. Ah 400 oui, oui, mètres à c'est froid, horrible. en dessous d'une minute 30. Imagine à 400 mètres, en dessous d'une minute 30 à froid. Ouh, Ouais, ouais. Ah, tu vas en ça va prendre une. faire très, très, très mal. Ouais, ouais. Je l'ai fait à l'air bike parce que là, avec mon genou, ça marchait pas de courir. Enfin, peu importe, on s'en fout. Donc, j'ai fait 1 minute 30 à l'air bike, 3 rounds avec 3 minutes de repos. 1 minute 30 pour max de mètres parce que je voulais essayer de me rapprocher des 400 mètres, tu sais. Et je l'ai fait à froid, exactement comme tu as dit. Je suis sorti de la première. J'avais un exactement. pump. J'avais Ouais. un pump dans les jambes Ah qui ouais, était ouais. incroyable. Et j'étais là, Que les jambes qui baba, éclatent. baba, Ouais, baba. ouais, Comme exactement. Mais c'était c'est pas, tu sais, vite, c'est simplement incroyable. le corps Ah non, le cœur qui sort de la poitrine. j'avais quoi. l'impression, que j'allais m'ouvrir le torse. Ouais, Et carrément. c'était un truc de malade. Et Ouais. ce que j'ai beaucoup aimé, par contre, c'est le côté, de nouveau, tu vois, mentalement, le switch, quoi. Ok, on est parti, boum. Et ça, je trouve que être capable de ça, c'est extrêmement, extrêmement puissant, en fait. L'anxiété, Même c'est de mentalement. jamais se sentir prêt. Hmm. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, Et exactement. donc, pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt? Parce que tu t'échauffes trop. Parce que dans la vie de tous les jours, quand l'ours arrive, tu n'as pas le temps de t'échauffer. Nope. Et la plupart des problèmes qu'on a dans la vie de tous les jours, on n'est jamais prêt. Ah non, on les prend Pourquoi? comme une Parce que tu n'as claque. pas eu le temps de t'échauffer. Et donc, le stress t'arrive, te met une grande claque et tu dis. Et donc, maintenant, tu as peur de la prochaine fois. Et c'est ça l'anxiété. Parce que la frustration est devenue anxiété. Donc, comment est-ce qu'on se prépare pour ça? On s'entraîne à froid de manière à être prêt pour la vie et pas pour l'entraînement. Parce que la vie de tous les jours, l'ours arrive, il faut partir en courant, on n'a pas le temps de s'échauffer. Ça, c'est la vie de tous les jours. Donc, il faut s'entraîner de cette manière-là, de manière à se dire, je suis prêt à affronter la vie de tous les jours et pas Ouais. à affronter la vie de la gym, quoi. Parce que c'est pas la même chose. Ah, je suis tout à fait Et la d'accord. plupart Franchement, la plupart des gens s'échauffent de manière à descendre leur anxiété parce qu'ils ne ouais. sont pas prêts à s'entraîner dur directement. Donc, ils ont besoin de 45 minutes et ils te le disent pour se préparer mentalement. Si tu as besoin de 45 minutes pour te préparer mentalement, imagine le stress de tous les jours. Tu n'es jamais prêt. Alors, mon job dans ce podcast, c'est aussi de nuancer les paroles de Julien. Alors ici, il fait -2 cette nuit. Il fait 2 degrés. Alors, on s'échauffe un peu quand même, mais c'est pas pour les mêmes choses. Non, alors blague à Max part. weight, Non, non. sled Alors, drag, 100 mètres. exactement. C'est ce que j'allais dire. Par contre, pour faire un sandbag carry ou pour faire un drag ou pour faire un row pull, non, je m'échauffe pas. Je parle si je vais faire un snatch, un truc avec de l'excentrique Bien ou sûr. quoi, là, je vais m'échauffer. Bien sûr. Celui que j'adore faire à froid, c'est le manhood test, donc le max pick-up et carry, et je ne prends même pas un sac pour m'échauffer. Je prends directement le sac le plus lourd et bam. Et Mais ça, c'est aussi mentalement, pour voir la base de où est la base de travail. Parce que ouais, tu sais, c'était Dragon Ball Z avec Son Goku, right? Super Saiyan, c'est facile, mais c'est pas comme ça qu'il s'entraîne. Il s'entraîne dans sa base normale, et ça y est que quand il passe en Super Saiyan, il est encore plus fort. encore plus fort. Mais donc, il faut d'abord travailler avec sa base de travail normale. Et donc, à froid, est-ce que je peux prendre, par exemple, un snatch, une barre à vide et faire ça? OK, donc est-ce que je peux le faire 40 kilos, 60 kilos? On va voir tout de suite la base de travail. Ouais. Et où sont les problèmes tout de suite? Ou je peux pas faire ça. Oui, donc le haut du dos, ou X, ou Y, ou quoi que ce soit. C'est ce que je veux dire. On va voir ce qui se passe tout de suite. Qu'est-ce qui n'est pas prêt, en fait? Qu'est-ce qui n'est pas prêt dans ton corps? Ouais. Donc, tu sais, c'était, j'oublie son nom, là, que le mec, le premier strongman de CrossFit, Rob Orlando. Oui. Rob Orlando, il avait un truc où il descendait à 3 heures du mat, il prenait le bench press, il devait faire une rep max, quoi. Et il arrivait jusqu'à 140 parce qu'il voulait voir son max où il arrivait comme ça à froid, il prenait boum 140. 140. Mais Ok. tu vois bien parce qu'il a les triceps, il a les épaules, il a tout ça. Ouais, mais donc c'est ta tu peux pas baseline, faire quoi. 60. En parlant de ça, tu as un bench à 140, mais tu peux pas faire 60 à froid. Il y a un problème. Pourquoi? C'est-à-dire que si tu as un bench à 140, tu devrais pouvoir faire 100 kilos à froid. Si tu ne peux pas, ça va y avoir la raison pour laquelle tu ne peux pas le faire va expliquer pourquoi tu ne peux pas passer 140. Ouais. Je suis complètement d'accord parce que maintenant je le visualise sur le terrain et effectivement tu vois tout de suite les exercices où tu dis non mais ça je peux, c'est bon, ok. Je peux faire un 70-80% maintenant. Et non, après... mais par exemple, j'ai pas les ischios, je le sais parce que dès que le sandbag est un peu lourd, je fais ça, je monte, et j'ai les ischios qui crampent ou qui tiennent pas le coup, quoi que ce soit. Tu sens où? Tout de suite. Ça a toujours été les ischios pour moi. Toujours. T'as l'info. Oui, et ça se voit tout de suite. Donc, en vérité, pour que je fasse des progrès, c'est la force de mes ischios à froid qui compte. D'accord. Et donc, tu vas bosser dessus à froid. OK, got it. Ouais. Et donc, je bosse dessus à froid. Et en parlant de ça, monter cette putain de dune avec le sac de sable pour les ischios, c'est extraordinaire. Oui. Punaise, tu m'étonnes. C'est douloureux. OK. So cool. OK, merci Julien, c'était passionnant. On se retrouve bientôt et on vous donne les dates pour les séminaires et les Coaches Week et le mentoring programme dans la description. Prenez soin de vous. Ciao. Bye bye.